Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons plus de quartier. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Antoinette avait résolu, Antoinette avait résolu de nous faire tomber sur le cul, de nous faire tomber sur le cul. Mais le coup a manqué, elle a le nez cassé. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Son mari se croyant vainqueur, son mari se croyant vainqueur, connaissez peu notre valeur, connaissez peu notre valeur. Va Louis Gros Paour, du temple dans la tour. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Les Suisses avaient promis, les Suisses avaient promis qu'ils feraient feu sur nos amis, qu'ils feraient feu sur nos amis. Mais comme ils ont sauté, comme ils ont tous dansé, dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Quand Antoinette vit la tour, quand Antoinette vit la tour, elle voulut faire demi-tour, elle voulut faire demi-tour. Elle avait mal au cœur de se voir sans honneur. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Merci à la Société d'études Robespierristes de nous donner l'occasion de pratiquer ce qu'injustement et si cruellement les autorités ne pratiquent plus. La célébration de la proclamation de notre République il y a 220 ans. Nous sommes allés nous recueillir devant l'unique monument où l'on aperçoit la silhouette de notre libérateur, Maximilien Robespierre. Nous ne sommes pas venus commémorer, nous sommes venus célébrer. Nous ne sommes pas venus nous souvenir, nous sommes venus nous inspirer. La République nous appelle, et cet appel retentit de bien des façons, d'abord peut-être à l'évocation des grands moments de notre histoire, où l'idée est devenue chair, où l'idée est devenue être humain, où l'idée est devenue institution, et où ce qu'avait pensé Jean-Jacques s'est transformé en une réalité dont la dynamique n'a pas fini d'embraser le monde. Ce 20 septembre à l'aube, tandis que les estafettes font le lien avec nos armées, Paris dort, à la veille de la tenue de la Convention nationale. Paris dort, et pourtant, il pleut. Comme aujourd'hui, il pleut interminablement. Depuis juillet, la patrie a été déclarée en danger. Le roi Fuyard a été rattrapé.
Mais c'est partout les complots, les trahisons. Nous sommes envahis. Les frontières ont été passées. Verdun a été livré par les officiers royalistes. Beaucaire a préféré se suicider plutôt que d'accepter de rendre la place. Il pleut. Il pleut. Tout semblait perdu. C'est l'heure des caractères. À Valmy, il pleut. Voilà 15 jours qu'il pleut. L'armée d'invasion, dit Michelet, se traîne comme une limace dans la craie de l'Est de la France. À 3 heures du matin, les Prussiens ont commencé à se mettre en mouvement pour se tourner du côté de la colline de Valmy où sont les nôtres. Le général Kellermann est arrivé la veille et il a choisi cette position pour tenir en face de l'invasion. Il y a là Brunswick, celui qui a occupé Verdun et annoncé qu'il exigeait le retour des nobles, de l'Église et de leurs privilèges. Ce qui fut immédiatement entendu et bien compris. Aussitôt, les paysans gardèrent par-devers eux toutes les nourritures qui pouvaient servir à l'armée d'occupation et se postèrent tout le long du trajet, attendant l'occasion de faire un mauvais sort à ceux qui venaient régler leur compte avec nous. Brunswick qui avait adressé à la population de Paris ce manifeste provocateur où il prétendait tirer une vengeance exemplaire si l'on ne rétablissait pas immédiatement le roi et les nobles dans leurs prérogatives. Les nôtres, ils sont sur cette colline. Ce sont les fédérés venus d'abord à Paris, députés bretons qui ont fondé le club des Jacobins, provençaux, parisiens, membres des gardes nationales, quelques éléments de l'ancienne armée d'Ancien Régime, et puis venus par centaines les membres des sections parisiennes, au point qu'on ne sait où les mettre. On les intercepte en route, on tâche de leur demander de ne pas aller encombrer les fils de nos armées. Il pleut. À 7 heures du matin, les Prussiens émergent de la brume. La canonnade est commencée, elle va durer toute la journée. Les nôtres, ce sont gens simples, artisans, ouvriers, paysans. Ils doivent tenir des heures et des heures. Et il n'y a rien de pire que de tenir en ligne sous la canonnade. 40 000 boulets vont être tirés ce jour-là. Il est 11 heures. Regardons-nous. Les troupes révolutionnaires, c'est ce peuple, mais c'est aussi une troupe internationaliste. On y compte des Allemands, des Irlandais, des Liégeois. Dans nos rangs, il y a un latino-américain. Il est général de nos armées. C'est Miranda qui tient bon sous la mitraille. Il sera ensuite l'un des premiers libertadors avec Simon Bolivar. Et l'élan commencé sur la colline continue aujourd'hui là-bas, dans les Caraïbes. Le 20 septembre, à 11 heures, l'ennemi se met en colonne et les nôtres de même. Kellermann fait passer la consigne, il ne faut pas tirer et attendre. On recevra à la baïonnette. La baïonnette? Et voilà nos paysans, nos braves artisans, les doigts engourdis par le froid de ce jour qui ne se réchauffe pas, qui installent les baïonnettes à la pointe des fusils. En face, si nous sommes internationalistes, en face, il y a 26 000 traîtres à la patrie, officiers royalistes, émigrés fiscaux et des privilèges de toutes sortes, toujours les mêmes, qui n'ont jamais eu d'autre patrie que leurs privilèges, ni d'autres convictions que leurs préjugés de caste et de classe contre la liberté du peuple et sa souveraineté. La canonnade continue. Et voici le moment
décisif. Michelet raconte: il y eut un moment de silence. La fumée se dissipait. Les Prussiens étaient descendus et franchissaient l'espace intermédiaire avec la gravité d'une vieille armée. Et ils allaient monter aux Français. Brunswick alors dirigea sa lorgnette et vit un spectacle surprenant, extraordinaire. À l'exemple de Kellermann, tous les Français, ayant leur chapeau à la pointe des sabres, des épées, des baïonnettes, avaient poussé un grand cri. Ce cri de 30 000 hommes remplissait toute la vallée. C'était comme un cri de joie, mais étonnamment prolongé, et il ne dura guère moins d'un quart d'heure. Fini, il recommençait toujours avec plus de force. La terre en tremblait. C'était « Vive la nation !» Vive la nation! Toute l'armée des hauteurs du Moulin, raconte Jean Jaurès, jusqu'en bas des pentes, crie « Vive la nation !» Vive la nation! Et tous ceux qui, depuis 3 ans, contenaient ce mot et avaient accumulé en soi d'énergie radieuse se communiquent à tous les cœurs. C'est fini. Le cauchemar du passé se dissipait. Et de même que sous l'ébranlement de la canonnade, le ciel de Valmy, d'abord chargé de nuées, s'éclaircit, s'élève et s'illumine, de même toutes les ombres du doute et de la crainte sont dissipées en un instant. Le ressort de l'armée prussienne est brisé. C'est elle qui bat en retraite, pendant que l'artillerie révolutionnaire déchire ses rangs. Il pleut toujours plus. À 6 heures, une pluie torrentielle s'abat sur les troupes. Le roi de Prusse fait battre la retraite. Nous avons vaincu. Jaurès raconte: Goethe, le puissant et clair poète qui avait accompagné l'armée prussienne, marqua tout de suite la grandeur de cet événement. Goethe dit: de ce jour et de ce lieu date une ère nouvelle dans l'histoire du monde. Jaurès complète: c'était le 20 septembre. Le même jour, à Paris, la Convention nationale avait ouvert sa première séance aux Tuileries. Elle allait voter l'abolition de la royauté. On apprit la nouvelle de Valmy, on rapporte qu'alors des travaux et des tribunes, le même cri roula de nouveau: Vive la nation! Vive la nation! Vive la nation! De quelle nation parlons-nous là? La France n'avait pas ses frontières. Sur la colline, les Bretons qui tenaient bon parlaient entre eux, je l'imagine, dans la peur et l'angoisse, l'une de leurs 5 landes. Les Provençaux devaient parler la belle langue occitane. Ceux de la région parisienne, le français. Ainsi, ils ne parlaient pas la même langue, ils ne juraient pas le même Dieu, ils n'avaient pas les mêmes unités et poids de mesure, car tout cela, c'est la révolution et la liberté qui l'a rendu possible. La nation que nous avons constituée n'a jamais été une nation ethnique. Ce qui fait sens dans la révolution et dans la République que nous avons créée, ce n'est pas la